Bonjour et bienvenue aux Enquêteurs du Web 2.0. Je suis Agent Tchernilevski et je suis accompagné de Agent Marquis. Nous sommes engagés par la firme Médias Traditionnels Inc. pour dresser un portrait sur le web québécois. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui avec nous Richardson Zephyr, ou Richardson, fils de Richard, ou le plus beau Québécois, un des plus beaux Québécois selon MSN.com, amateur d'huile de coco, qui apparemment le rend bien jeune. Gagnant d'un gala Juste pour rire en 2016 et un humoriste qui utilise parfois des stéréotypes pour faire rire les gens. Yes, est-ce que c'est bien, j'ai-tu bien comme englobé ça? Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ça? Ajouter? Ben non, ce serait vantard. OK. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas que des YouTubers ou des gens qui ne font que du web qu'on invite, c'est des gens aussi qui touchent au web. Donc, des humoristes comme Richardson Zephyr, qui a beaucoup de personnages qui fait aller sur le net, dont un qui parle directement au net, la police sexy qui commence ses sketchs en disant « Internet, il faut que je te parle ». Ouais, toujours. Donc, ça fait 10 ans que tu es dans l'humour. Ouais. Et nous, là, aujourd'hui, on veut apprendre, avant de se lancer sur, comprendre comment qu'un humoriste, les nouveaux humoristes utilisent de plus en plus le web, on veut juste connaître ton parcours. Les 10 dernières années, je veux dire, t'es passé d'un propriétaire de bistrot-terrasse à te lancer dans l'humour. Fait que, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'humour, puis comment tu t'y es pris? En fait, avant de faire de l'humour, j'ai toujours été un grand consommateur d'humour. J'ai adoré l'humour, puis j'ai fait de l'improvisation toute ma jeunesse, fait que j'étais pas très loin. Depuis que j'ai 12 ans, je fais de l'improvisation. Puis j'ai jamais juste été game de faire de l'humour, parce que bon, c'est les arts, puis c'est comme t'as une image de pauvreté. Fait que mais j'ai eu une opportunité en vendant mes parts des terrasses Bon Secours en 2009, un commerce que j'ai eu pendant 5 ans, j'ai un peu d'argent, je vais essayer de faire de l'humour, puis si ça marche pas, ben j'ai un plan B. T'sais. Fait que puis à chaque année, ça allait toujours un petit peu mieux. Fait que j'ai juste jamais arrêté. Puis à un moment donné, j'ai fait je ferai plus jamais d'autre chose, all in. OK, donc dès le moment que tu as vendu tes parts, tu étais 100% du jour au lendemain. 100%, ben en fait, je m'étais pris une job de portier dans un bar qui s'appelle La Roquette sur Saint-Denis, fait que je faisais 8 heures semaine. Fait que je travaillais le vendredi soir, samedi soir, genre de minuit à 3 heures. Fait que c'était pas beaucoup d'heures. Puis ça me faisait comme un coussin de sécurité. Tu sais, j'étais tout le temps capable de payer mon loyer si j'avais pas de gig. Puis ça m'empêchait pas de faire des shows. Je pouvais faire un show puis aller travailler après. T'sais. Fait que là, dans le fond, à La Roquette, ça devait pas être genre des grosses personnes qui allaient là, vraiment. En te voyant, je veux dire, je sais pas qui t'aurait pu vraiment arrêter. Je sais pas pourquoi ils m'ont demandé de faire ça, mais en fait, c'est quand je suis dans un bar, il y a pas de bagarre. Parce que quand je vais voir là, c'est drôle à dire, mais quand je vais voir un garçon puis je dis, il fait pas ça, il se sent pas menacé vu que je suis pas plus gros que lui. Mais si c'est un gars costaud qui donne une directive ou un ordre à un autre gars, les gars veulent se battre. Mais moi, je suis quand même assez pas pire. Tu sais, le monde est rien que chaud, fait que je suis quand même assez pas pire pour en dans 2 minutes convaincre quelqu'un. Est-ce que tu fais une voix d'Eddie Murphy pour l'arrêter? Non, je dis, hey, viens ici de mon chum, faut que je te parle. Puis là, je vais m'en voir avec lui dans l'entrée, puis là, je dis, il va falloir que tu t'en ailles, man. T'es pas cool, puis là, le monde s'en va. Yo, t'es pas cool, OK. Ouais, ben, je suis calme, tu sais, je suis pas une menace, fait que, tu sais, le monde, en général, il me donnait la main, puis s'en allait. OK, fait que dans ce cas-là... T'es en train de dire, dans le fond, que si l'agent Tchernilevski et moi devenaient portier, les gens se serraient sur moi et jamais sur Andrew. Ouais, probablement, ouais. D'accord. Ben, c'est correct. De toute façon, ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est moi qui voudrais aller chercher la bagarre, aller se battre parce que je suis très agressif en tant qu'agent. Mais moi, j'ai une question. Donc, tu dis que tu as quitté depuis 2009 ton emploi. Puis, j'étais curieux de savoir, un humoriste en soi, comment ça gagne sa vie aujourd'hui? Comment d'où est-ce que tu vas chercher l'argent pour payer ton loyer à la fin du mois? Ben, c'est sûr que j'ai un commerce de vol de voiture. Mais non, c'est pas vrai. Désolé. C'est bon. Encore stéréotypé. Mais je devrais Je venais de le dire. C'est ça qu'il fait. Il est pas capable de faire autre chose. Ouais. Ben non, mais quand j'ai arrêté totalement les bars puis que j'ai arrêté La Roquette, c'est vraiment les spectacles d'humour. Je me promène beaucoup. Il y a beaucoup de comédie clubs un peu partout à Montréal et à l'extérieur de Montréal, beaucoup. Je fais mon one-man show aussi depuis 2016, à peu près une fois par mois. Là, je viens d'en sortir un nouveau. Puis, c'est un troisième? Ouais, c'est mon troisième. Puis, je suis comédien également. Fait que j'ai beaucoup de gigs de comédien. Tu sais, je fais à peu près 1 ou 2 tournages par mois.
jamais des grosses gigs. Tu sais, tout le temps des deuxième rôle, troisième rôle, mais j'en fais beaucoup. Okay. Fait que, Ah, ben, il y a comme ça aussi. Je peux même te dire combien, selon ton site web, combien tu as eu de gigs, là. Je sais pas si t'es curieux de savoir. Ouais, je suis curieux de savoir. Ben, c'est quoi, on a, moi, je peux te dire que sur le site web de Richardson Zephyr, on a 18 mentions à la télé, 12 à la web télé, 5 fois au cinéma, puis, donc, t'as 2 vidéoclips, 4 publicités, je pense, puis sinon, t'as aussi tes vidéos YouTube que tu fais, Facebook, et tes shows d'humour qui sont pas nécessairement listés là. Fait que, comme on peut bien voir, t'es une personne qui est semi-connue dans les médias traditionnels puis semi-connue sur le web aussi, là. Ouais. Pas totalement connue non plus, là. Ouais. Okay. Exactement. Puis, et les soirs, je suis semi-croquant. moi, c'est souvent le matin. Bon, OK. Donc, voilà 10 ans, tu lâches ça, tu t'en vas dans l'humour. C'est quoi la première étape? Je veux dire, t'avais-tu écrit un espèce de one-man show? T'as-tu été tester ça dans un bar? La première fois là, que t'arrives devant du monde dans un bar, j'imagine que c'était un bar? Ouais, c'était un bar. Puis il faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de soirées d'humour qu'aujourd'hui. Fait qu'à l'époque, tu jouais, comme en 2009, je jouais avoir fait 10 shows. Là. Puis je me souviens, mon premier spectacle, c'était comme un événement bénéfice, c'était dans un bar. Je pense que c'était à la Commission des liqueurs Saint-Laurent. C'était bruyant, le monde parlait, écoutait pas trop le spectacle. J'ai fait 10 minutes, le monde a ri 3 fois en 10 minutes. J'ai adoré. Fait que j'ai continué. Fait que c'était pas mal plus d'écriture, d'aller voir des spectacles. Puis en 2009, j'ai peut-être joué 10 fois. En 2010, 50 fois. Après ça, j'ai jamais descendu en bas de 200. Mais, 200 fois par année? Ouais, exact. Oh. Puis, ça veut dire, c'est quoi? C'est comme une fois ou 2 jours, même plus que ça? Exact, ouais. Mais maintenant... Avant, il y avait comme 2 soirées à Montréal. Maintenant, il y en a plusieurs. Ouais. Fait que, hier soir, j'ai joué 3 fois. Là, je veux dire, il y a beaucoup de soirées là, maintenant. Là. Attends, t'as joué 3 fois pas à la même place? Pas à la même place. J'ai joué. Tu te promènes d'une place à l'autre. Exact. Exact. Okay, ouais. C'est comme quêter, c'est le même principe? Genre, t'arrives là, tu quêtes de l'argent, tu vas à l'autre place, tu quêtes de l'argent ou... Non. T'es booké, là. Il y a du monde qui t'écrive. Hey, peux-tu venir telle date, tel jour? Je dis, ouais, cool. Si je peux passer en début de soirée. L'autre place, je peux-tu passer en milieu de soirée? Puis il y a des soirées qui commencent à 8h, 8h30, et à 9h, il y en a qui commencent à 10h30. Fait que... Donc, t'es payé, dans le fond, pour aller là? Ouais. OK. Ouais, je pense que rendu à ce stade-ci, j'imagine que t'es payé un moment donné. Dans les débuts, est-ce que justement, tu t'es-tu fait avoir? Tu sens-tu que tu t'es fait avoir à certaines places ou tu savais que tu faisais des sacrifices pour commencer? Non, moi, je pense... Je me suis pas souvent fait avoir, ou presque rarement, mais vu qu'avant, j'ai travaillé beaucoup dans... de l'administration, la gestion, on dirait que je le sais tout de suite quand que je parle avec quelqu'un par message ou téléphone, quand que c'est louche ou que la personne est bizarre, je le sais tout de suite. C'est comme des patterns qui reviennent, puis c'est tout le temps les mêmes phrases, les mêmes affaires. Ouais. Fait que je sais tout de suite si c'est pas net. On a un exemple. Oui, mode payé. Genre, ouais, c'est ça. Ouais. Dès que c'est bizarre, je sais pas, il y a des patterns, c'est tout le temps les mêmes phrases. Ouais. Okay. Fait que tu reconnais tout de suite l'ambiance, si ça va être cool ou pas, là. Est-ce qu'ils disent des trucs comme c'est bon pour de l'exposure? On va te donner un peu en visibilité. En visibilité. Ouais, exact. Ben ça me dérange pas. Moi, t'as besoin de visibilité. Si c'est des événements bénéfices, ben la visibilité, je m'en fous un peu parce que je pense que ça n'a pas rapport à aller dans une salle. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui me voit dans une salle que c'est de la visibilité. Je pense que moi, c'est le fun pour aller roder du matériel ou tester des blagues. On m'appelle, c'est un show bénéfice, tu vas te payer en visibilité. La visibilité, je m'en fous. Je pense que c'est plus cool. Il y a un public. Je vais pouvoir aller faire mon numéro pour voir qu'est-ce qui est drôle là-dedans. Okay. Mais pour la visibilité, je veux dire, ils ont juste besoin de te mettre une lumière d'en face. C'est pas si difficile que ça, avoir de la visibilité dans la vie. J'essaie de comprendre. C'est pas ça la visibilité qu'on parlait? La visibilité, c'est... c'est sur les médias sociaux. OK, excusez. Ouais. Excusez, j'avais pas compris ça. Médias sociaux, télé... en public. Donc, quand c'est gratis, en gros, c'est là qu'on profite pour tester les blagues. Exactement. Ouais. Puis là, moi, j'aimerais savoir, on continue encore dans l'histoire. Tu commences avec 10 shows en 2009. Puis là, ça monte tranquillement jusqu'à du 200 shows par année. Quand est-ce que En route vers mon premier gala arrive dans ta vie? Moi, je l'ai fait plusieurs fois. En fait, je l'ai fait en 2010. Je l'ai fait en 2014. Puis en 2016, c'est là que je suis arrivé avec les personnages. En 2014, c'est là que je suis arrivé avec les personnages. Puis en 2016, c'est là que j'ai remporté. OK. Ouais.
t'es allé à plusieurs reprises. Ouais, exactement. Ouais. OK. Puis dans le fond, dans ce cas-là, si je te présente deux trucs, là, je sais que t'as fait le gala, en route vers mon premier gala, mais t'as aussi fait une vidéo avec les gars de Gaboom Films, où est-ce que tu faisais un joke de papa. Ouais. Ça a fait environ 2-3 millions de visionnements. 4.2 si on prend les deux 4.2, je veux dire. Facebook et YouTube. Vraiment, là, quand tu y penses, lequel des deux est-ce que tu es vraiment plus fier? Je veux dire, tu sais, le web, je suis sûr que ça t'a apporté plein d'argent après que t'as fait cette vidéo-là avec les gars de Gaboom. Moi, c'est sûr que le web, ça m'a toujours apporté plus que la télé. Là. Ça, le web, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Comment que... La visibilité est sur le web. Je pense que dans le web, tu as une plus grande proximité avec les gens qui te suivent. Tu peux comme nourrir bien plus le monde. On peut faire bien plus de contenu que des fois la télé, c'est long. Tu peux pas tout dire. Fait que si je compare mon gala juste pour rire, il y a peut-être 5-6 personnes qui sont venues à me suivre après versus quand j'ai fait le podcast de Mike Ward, 1500. Je veux dire, la différence n'a pas de bon sens. Là. Même truc que la vidéo joke de papa, joke de police, ça n'a pas de bon sens, le ratio. Là, dans le web, c'est bien plus direct. Là, on arrive droit au but, puis le bang, on fait des blagues. L'entertainment, il est là tout de suite. Là, le monde n'a pas à attendre 1000 ans, puis ils vont choisir les vidéos qu'ils aiment. Il y a moins ça, ils avancent. Ils ont tellement la liberté, ceux qui nous suivent. Exact. OK. Fait que puis, toi, vas-y. Ben, je vais juste dire que t'es fier des 500 personnes qui écoutent tes vidéos sur YouTube. Ouais. C'est les 500 vues que tu vois sur YouTube que tu penses un jour vont te faire payer ton loyer? C'est ce qui fait ça. Moi, j'anime maintenant une soirée qui s'appelle les Samedis de rire. Puis quand j'ai commencé à animer la soirée, le producteur Alex Ingley me propose d'animer la soirée, puis c'est une soirée mensuelle. Je dis, moi, si j'anime, j'aimerais ça le faire à la semaine. Puis là, il s'est dit, comment on va ramasser le monde? Fait que c'est là que je me suis mis à faire les capsules de La police est sexy. Je me suis mis à faire des vidéos. Fait que là, c'est juste pour que ça permet à des gens qui me connaissaient pas de me découvrir. Des gens qui n'avaient aucune idée de mon existence, de faire, hey, c'est quoi ce gars-là? C'est quoi cette vidéo-là? Donc, bien bizarre. Puis là, ils regardent que j'ai plein de vidéos. Puis là, ils checkent, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait des jokes. Fait que là, il y a des gens qui sont venus commencer à venir voir les samedis de rire. Puis là, je me suis mis à faire des one-man shows. Des gens qui ont commencé à venir voir mes one-man shows. C'est à peu près 40% des gens qui achètent mes billets. C'est des gens qui m'ont découvert sur Internet, qui n'avaient aucune idée de mon existence, puis qui m'ont jamais vu en spectacle. Okay. Fait que c'est ça ta stratégie, là, dans le fond. Là, c'est d'amener les gens qui sont sur le web. C'est au lieu de les faire acheter quelque chose directement sur le web, toi, c'est de propulser ça pour aller voir tes shows. Ouais. Puis je me dis, au lieu de faire de la publicité, c'est bien plus le fun de faire du contenu que... De la publicité, il y en a tellement partout. Ouais, de toute façon, on le voit dans les nombres de vues que tu fais. Si tu fais un police sexy, les gens vont écouter. Si tu fais juste une vidéo où tu parles de tes samedis de rire, il y a moins de vues là-dessus. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ouais, je comprends ça. Ouais. Il y a de la publicité partout. J'ai pris un taxi dernièrement, puis le gars avait son GPS, puis dans son GPS, il y avait de la pub. C'est comme, tabarnouche, la publicité partout, là, à chaque 5 minutes. Chaque fois qu'il y avait le GPS d'une ligne directive, il y avait une publicité, tu sais, quand même... c'est pas... La prochaine sortie est une présentation des fromages, je sais pas quoi. OK, fait que dans le fond, toi, tu fais ton contenu sur le web. Est-ce que tu trouves que c'est du contenu de qualité, ce que tu fais, ou est-ce que... Ça dépend de qu'est-ce que je fais, là. C'est sûr que j'ai des vidéos bien plus cool, des séries qui sont beaucoup plus travaillées, puis quand je fais des web-séries, puis tandis que les capsules comme La police est sexy, c'est sûr que c'est un peu... pendant un moment donné, j'en faisais une par semaine, fait que c'est sûr que c'est un peu plus fast-food, mais je pense que c'est ça, le concept de la série est un peu cheap. J'ai fait des trucs beaucoup plus lichés. Tu sais, comme j'avais une série qui s'appelle Le Dragon Jaune, que j'adore, puis que c'était très léché, mais qui pognait un peu moins. Parce que La police était un peu plus vite, plus cheap. Ouais. Je pense que ça a pogné un peu plus. Fait que... C'est drôle hein, comment tu mets de l'effort sur une vidéo qui va pogner pas mal moins qu'une vidéo, comme tu dis, cheap, là, qui se fait rapidement, mais qui va vraiment puncher. Ouais, exact. C'est pas toi qui choisis. Moi, je fais du contenu, puis genre, le monde aime ça, je continue là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est pas toi qui choisis. Ta stratégie, c'est de mettre le moins d'efforts possible, faire ça cheesy. Puis là, en même temps, ce qui est bien quand tu fais ça, c'est que... Pas le moins d'efforts possible. Tu le mets dans le contenu, mais quand que le contenu est bon, là, je veux dire. Mais après ça, c'est parce que tu peux dire, quand tu le fais vraiment cheesy, tu peux blâmer puis dire, tu dis, mais c'est fait exprès pour être cheesy.
Moi, je pense que c'est comme ça que les gens vont se protéger en disant, je fais exprès pour que ce soit de même. Ben ouais. Puis La Police Sexy, justement, qui est une de tes séries les plus populaires, c'est parti comment? Là? Je sais que tu fais comme si c'était une annonce publique. Tu parodiais des vieilles émissions, je pense. Ouais, quand j'étais petit, à peu près tous les dessins animés, genre E-Man ou G.I. Joe, Jem, souvent il y avait des Public Service Announcements, des PSA, puis c'était le super-héros à la fin de l'émission qui revenait en s'adressant à la caméra, puis qui parlait aux jeunes à la maison, puis qui leur donnait des conseils. Mettons, puis c'était souvent des petites mises en situation un peu cheap. Tu vois 2 enfants dans une épicerie qui s'achètent du chocolat, puis là, t'as un G.I. Joe qui arrive. Ne mangez pas du chocolat, mangez une pomme. Vous allez avoir plus d'énergie. Puis là, il dit, oh yeah, that's a good idea. Now we know. Puis là, le G.I. Joe disait, and knowing is half the battle. Fait que c'est un peu cette idée-là là, de mon oncle un peu bienveillant, donner des conseils à peu près sur tout, là. Pas se mêler de ses affaires un peu. Là. Et puis en plus, qui de plus intrusif qu'un policier, hein, pour donner des conseils bienveillants, quand même. D'ailleurs, on pourrait rentrer dans la séquence Police Sexy pour faire connaître un peu ton personnage. Ben ouais. Donc, je vais te demander de me donner des conseils pour les fêtes qui approchent. OK. Je vais te nommer des journées, puis en tant que policier sexy, tu vas donner des conseils aux gens. Parfait. Donc, Monsieur la police? Bonjour. Ici la police. On aimerait avoir des conseils pour l'Halloween qui s'en vient. L'Halloween, c'est bientôt l'Halloween qui arrive et je sais que tu aimes ça l'Halloween, hein, parce que tu vas manger les bonbons c'est sucré, tu aimes ça le sucre, c'est comme la drogue. Mais il faut faire attention quand tu passes Halloween, si tu es un timoun, il faut faire vérifier les bonbons par un adulte. Parce que des fois, il y a des gens qui mettent du poison dedans, des lames, des fusils, tu le manges, ça fait des trous dans ton estomac et puis là, tu vas mourir. Quand tu passes Halloween, il faut pas rentrer dans les maisons, hein. Il faut rester sous le pas de la porte. Si tu rentres à l'intérieur, c'est peut-être quelqu'un qui veut te touiller. Et aussi, quand tu passes Halloween, il faut pas prendre les bonbons quand quelqu'un il dit « Hey, viens dans ma camionnette, je vais te donner des bonbons. » Ça, c'est juste quelqu'un qui veut toucher ton tuk-tuk ou ta bouboune. Et quand tu te déguises à Halloween, n'oublie pas que c'est seulement un déguisement. Ne deviens pas ton personnage. Oh, d'accord. Oui. Oh, ouais. Jean Marquis, ouais. Ouais. OK. Regarde, on va continuer. Monsieur la police, avez-vous des conseils pour Noël? Noël? Oui. Alors, très important, Noël, c'est une fête et tu peux donner des cadeaux. Si tu n'as pas de cadeau à donner, tu peux juste donner le meilleur cadeau qui soit, l'amitié. Ah, je pense que je vais donner ça à Noël. Ça va me coûter moins cher. Je vais aller reporter ta cravate que je t'ai achetée. Ah, OK, c'est bon. On en fait-tu un autre? Un petit dernier? Mettons, pour le Boxing Day qui suit Noël, est-ce qu'on a des conseils, monsieur la police? Boxing Day? Oui, bien sûr. Donc, beaucoup de gens me demandent, mais la police, le Boxing Day, c'est quoi ça? Le Boxing Day, en fait, c'est une fête où on donne des rabais, tout ce qu'on n'a pas vendu à l'Halloween. Ça n'a pas donc sens avec la boxe. Pas de lien avec la boxe, seulement la Noël. Souvent, on croit qu'il y a des rabais, mais c'est pas vraiment des rabais. Hein? C'est sûrement une arnaque pour être beaucoup de gens dans les magasins, acheter des objets, des trucs que tu n'as pas besoin. Donc, les gens disent, j'ai vu cette taille, je l'ai achevé, je l'ai vu le premier. Non, c'est moi qui l'ai vu le premier. Et là, les gens se donnent des coups, ils se boxent. Boxing Day. Voilà. Je pense que tu as un nouveau concept que tu pourrais faire. Expliquer quelque chose en 25 secondes. En 25 secondes, ouais. C'est quand même pas pire. T'en as-tu d'autres, Jean Marquis? Je veux juste passer sur... puis là, on peut pas passer à côté de ça. Son personnage... Blackman? Non, oui, Blackman aussi, mais Eddie Murphy. Oui. Dans le fond, je connais l'explication. Là. Dans le fond, dans les années 80, les personnages noirs étaient traduits en français de façon, avec une voix débile, comme tu disais. Puis toi, tu trouvais ça très drôle. Donc, Eddie Murphy, fais la comparaison, tu disais, dans un film en anglais. En fait, c'est ça, dans les acteurs des années 80, les Blacks avaient toujours des voix débiles. Puis moi, j'ai remarqué ça en checkant ma première idole, qui était Eddie Murphy. Je sais pas si tout le monde a vu Un prince à New York. Puis, à un moment donné, une scène qui m'est restée gravée à jamais, c'est pas Un prince à New York, l'enfant sacré du Tibet. Ouais. C'est une fille qui va voir Eddie Murphy pour qu'elle l'aide à retrouver un enfant perdu important.
Puis tu sais, en anglais, Eddie Murphy, il dit comme « Yes, I'll help you, ma'am ». Puis en français, il répond « Ah, les petites nénettes, ah, la fumette ». C'est comme... c'est ça, des phrases avec un accent drôle qui veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a personne qui parle de même, tu sais. Moi, en même temps, j'ai grandi en me disant « Si je veux faire du show business plus tard, je dois avoir une voix débile. » Oh mon Dieu. Fait que si on continue dans les mêmes conseils, mais avec la voix d'Eddie Murphy, qu'est-ce que Eddie Murphy nous conseille pour la Saint-Valentin? Alors, si tu veux passer une bonne Saint-Valentin avec ta nénette, hein, oublie pas qu'il ne faut pas faire la fumette, hein, depuis que c'est légal à la SQDC. Alors, sois propre, hein, va faire ta toilette, achète-toi une belle eau parfumée et un beau sourire. Une belle voix de débile. OK, c'est bon. Ouais, mais moi, j'ai une question. Je veux dire, penses-tu que tu reçois des gigs, je veux dire, à cause de la couleur de ta peau? Je veux dire, tu fais des fois des shows avec... Tu joues des personnages à la télé, tu as joué des personnages africains, tu as des personnages qui sont haïtiens, ou tu changes la façon que tu parles. Est-ce que c'est voulu? Je pense que, surtout à la télé, les premières gigs que j'ai eues, c'était souvent ça, genre... c'était pas mal ça, oui. Blague de service, comme j'ai joué un Camerounais, un Sénégalais... il y a quelques années, j'étais quand même pas pire dans une couple d'accents africains. Plus maintenant. Maintenant, là, je commence à voir des plus vrais rôles qui n'ont pas rapport à mon ethnicité. Puis, fait que c'était tout le temps des petits rôles un peu blague de service. Fait que j'en ai eu comme ça qu'il y a beaucoup de gays que j'ai pas eu à cause de ça. Surtout dans la pub, là, je pose beaucoup d'auditions. Fait que les notes sont réticents comme « Oh non, ça va moins vendre. » Fait que c'est ça. Fait que c'est bien pour un mal. Mon avantage est en même temps un désavantage. Puis trouves-tu que dans l'humour, ça manque un peu de diversité des fois? Je pense on entend beaucoup parler de ça en humour, à la télé, scène web. Moi, mon idée par rapport à ça, c'est pour ça que je fais beaucoup de trucs. Je pense que ça manque peut-être aussi de producteurs. Fait que je produis mes trucs. Je produis mon show, je produis mes capsules, je produis... Je ne vais pas attendre. Je ne vois pas pourquoi qu'un producteur m'engagerait, tu sais. Fait que... OK, fait que tu es indépendant. Puis tu pars tes projets par toi-même, tu n'attends pas de te faire engager. Exact. Fait que c'est à moi aussi de le faire. Puis je pense qu'en le faisant, je pense que j'ai inspiré d'autres personnes issues de la diversité à commencer à s'y mettre. Je pense qu'à l'époque, on était 1 ou 2 humoristes noirs. Là, maintenant, on est plusieurs, là, puis il commence à avoir une relève. Fait que... Il commence à avoir une relève. Bon. OK. Puis justement, ton humour, tu le qualifies toi-même d'humour engagé, entre autres. C'est quoi ton... comme tu fais partie aussi de Fuck la culture du viol. Ouais. C'est quoi ton cheval celui qui te tient le plus à cœur, mettons? T'as-tu un cheval de bataille plus important que d'autres? Un thème récurrent, en tout cas dans mes premiers spectacles, c'était beaucoup la société de consommation. Là, fait que tout tourne autour de ça, mais moi, j'aime beaucoup prendre les sujets les moins sexy. Quand je fais des personnages, c'est un peu fou, éclaté, mais quand je fais du stand-up, j'aime beaucoup prendre les sujets les moins sexy et essayer de rendre ça drôle et accessible, genre, que tout le monde puisse en rire. Fait que c'est de l'humour facile. Ça a de l'air facile. C'est un humour qui a de l'air facile, mais qui est extrêmement difficile et complexe. C'est travailler longtemps. C'est jouer sur la ligne, justement. Parce que tu peux facilement tomber dans quelque chose qui pourrait te faire un scandale. Ouais. Là, moi, c'est que j'arrive, je vais parler de ça. Le monde fait « Ah non, il va pas parler de ça. Oh, putain. » Puis à la fin, il se tape ses cuisses. C'est ça. Quel genre de sujet, par exemple? Tu vois, en ce moment, le numéro que je travaille en ce moment, je fais un numéro sur l'appropriation culturelle, puis ça fait peur au monde. Mais là, tout le monde rit à la fin, puis tout le monde catch c'est quoi comme du monde. Dans mes anciens spectacles, j'avais un numéro sur le féminisme, l'homophobie, j'avais un numéro sur Post Canada, j'avais un numéro sur l'eau, la publicité. J'aime bien comment tu mets l'homophobie, le féminisme et Post Canada dans la même phrase. Ouais. Comme s'ils étaient au même niveau. Ouais. Ça, c'était mon dernier show. C'est vrai que Post Canada, des fois, là, c'est difficile. Là, t'as peur, là, tu dis quelque chose sur eux. Ah, finalement, t'as plus de mal pendant une semaine. Ouais, ça, c'est pas touché, mais c'est un numéro. Personne n'en parlait, là. Fait que, c'est passé de quoi, la grève, le pognon. Fait que personne n'en parlait. Je dis, moi, en parler, moi, puis. Exact. OK. Ouais. Jean-Marc? Quand tu disais que tu t'autoproduisais, donc t'es devenu
je veux dire, tu vis 100% de l'humour, fait que tu peux t'autoproduire, tu peux te permettre de t'autoproduire. Je sais que Jonathan Barbe, qui est souvent avec toi dans tes productions, comment ça se passe, cette collaboration-là avec lui? Je veux dire, lui, tu l'engages comme réalisateur. Puis... Exactement. Exactement. Mais tu vois, on a à peu près le même background. Jonathan Barbe, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au Café Campus quand je faisais de l'improvisation. Lui était portier, puis lui, c'est juste, il a travaillé, c'est équipé. Puis là, il a juste comme arrêté d'être portier pour devenir réalisateur. Fait que, tu sais, les deux, on a comme un peu le même parcours. Hop, on travaille ensemble pour, tu sais, monter ensemble. Fait qu'autant qu'il travaille avec moi, qu'il travaille avec plein d'autres humoristes. Ouais, soit des humoristes, des artistes, ou il fait des trucs corpo aussi. Fait que, OK. Puis c'est qui, justement, c'est qui fait les montages pour La Police Sexy, par exemple? La Police Sexy, c'est Vincent Rouleau. Ah, OK. Qui réalise, puis qui... c'est ça. Vincent Rouleau, c'est un projet qu'on a commencé ensemble. Puis, je dirais, mettons, là, je suis rendu, mettons, à 56 capsules. Je dirais Vincent, il en a fait genre 45, Jonathan Barbe, on en a fait 12, puis il y en a 2-3 autres, c'est quelqu'un d'autre, là, mais souvent, je fais ça avec Vincent. S'il n'est pas dispo, j'appelle Jonathan, parce que Jonathan, d'habitude, on fait plein de sketchs jamais pareils ou des vidéoclips, on expérimente, là, autant que moi, je vais essayer des niaiseries, puis que lui, il va essayer tout le temps des techniques pour essayer d'améliorer ses effets spéciaux. Attends, les effets spéciaux de quoi? De La Police Sexy? Parce que... quand je fais avec Jonathan d'autres trucs, là, La Police Sexy, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est très simple, mais il y a la web-série qui s'en vient, le service de Police Sexy. Oui, on va en venir à cette série-là qui s'en vient, à l'automne, j'ai compris. Mais là, on parle vues, web et tout. Dans tes vidéos les plus vues, dans toute cette gang-là, en tout cas sur Facebook, La Police Sexy, épisode 6, avec Daniel Savoie. Tu as fait 215 000 vues, comparé à une autre moyenne qui peut varier entre 10 000 30 000 vues là, pour tes Police Sexy. Comment tu peux expliquer ça? C'est-tu parce que, c'est une vidéo où tu expliques qu'il ne faut pas toucher les tétés des filles sans le consentement. Toucher sans demander, c'est pour les prisonniers. Comment tu expliques que lui est 215 000 vues, que les autres, moins? C'était dans le début de la police où c'est qu'on faisait ça pour le fun. Puis je me souviens, la veille, quand Vincent m'a envoyé cette vidéo-là, j'ai fait « Ah, je suis pas sûr qu'on va la mettre. On dirait que c'est pas drôle. » Puis Vincent m'a dit « Tu sais, Rich, moi, je fais rien que des vidéos pour m'amuser avec toi. » Puis j'ai dit « OK, je vais la mettre pareil. » Puis finalement, elle marchait au bout. Fait que je sais pas si c'est l'actualité. Je sais pas si aussi c'était un week-end pluvieux. Il a mouillé pendant 3 jours aussi, ce week-end-là. Fait que je me dis, des fois, tu sais, quand il mouille, le monde sont plus en dedans, sont moins dehors. Fait que je sais pas si c'est l'actualité, un week-end pluvieux. Daniel Savoie, j'imagine. Daniel aussi, puis je pense que c'est sa première fois que j'avais un invité. Puis en plus, Daniel, il parle même pas, il fait juste un figurant en arrière. J'avais juste l'idée drôle d'avoir un dude avec une carabine vraiment colon qui passe en arrière, puis qui est pas pantoute dans un sujet comme moi. Je suis comme dans un sujet intense, puis que je dis des jokes, mais quand même dans un sujet intense. Puis juste lui en arrière. Je pense avec un gun qui est vraiment... Fait que tu vois même t'es mieux de pas toucher sans consentement. Daniel Savoie qui parle même pas va chercher plus de vues que quand Richardson est tout seul puis il parle. Je veux dire, je dis ça, je dis rien. Je dis rien. Puis oui, la série qui s'en vient, dans le fond, comment tu l'as produit? C'est que ça va parler de quoi? Ça va ressembler à quoi? En fait, là, je reprends le concept des émissions Cops, la série américaine, où ici, je pense qu'on a eu SQ, où c'est vraiment comme si on suit 2 policiers pendant leur patrouille. Fait qu'il y a une équipe vidéo qui suit les policiers pendant qu'ils font leur patrouille, leur arrestation, quand ils reçoivent des appels. Fait que c'est La Police Sexy avec le sergent Savoie, donc Daniel Savoie. Puis c'est ça, Vincent Rouleau, il nous suit avec une caméra, puis on fait nos arrestations. C'est 6 épisodes que j'ai fait un socio-financement en décembre 2017, janvier 2018. Fait que c'est comme ça que je vais sortir les 6 épisodes. En même temps? Je sais pas encore ce que je vais faire. Pour qu'on puisse faire du binge-watching sur Netflix. Mais... Je sais pas qu'est-ce qui est le plus nice si je sors en même temps ou moi je pense que ça va être une par semaine ou une par... Puis ça a-tu bien fonctionné le sociofinancement? Ouais, quand même.
J'ai commencé en décembre, puis ça finit en janvier, puis je l'ai fait comme... Je demandais pas un gros montant, je demandais 4000. Puis, tu sais, en 2017 puis 2018, l'algorithme sur Facebook a comme changé. Ouais. En tout cas, moi, mes vues, ça a descendu comme de 90% ou à 95%. Fait qu'il y a peut-être seulement 18% des gens qui me suivent qui ont vu ma campagne. Ouais. Puis, j'ai quand même obtenu mon objectif et un peu plus, là. Quand même assez rapidement, là. Mais est-ce que tu peux nous dire, ton 4000 $, tu l'as utilisé pour faire quoi? Tu l'as investi dans quoi dans cette émission-là? Moi, c'était surtout pour avoir un gars de son. Parce que je peux pas... on est dans la rue, on est dans un endroit fucked up, c'est imprévisible. Fait qu'il fallait que j'aie un bon gars de son qui a fait ça quand même à rabais, avec les équipements, tout ça. Puis payer Montréal. Parce que... Montréal? Le réalisateur, ouais, c'est ça. C'était juste... J'ai pas compris. Même là aussi, lui aussi, je le paye à rabais, là, mais... fait que ça, c'est à peu près, tu sais... pas mal ça. Donc, dans le fond, c'est les gens. Les techniciens qui étaient là avec toi. Donc, exact. Là, après ça, on sait le reste, c'est les contreparties que je donnais. Je donnais des t-shirts et des affaires de même. Là. OK. Fait que ça payait ça. Puis un petit pourcentage qui va à la compagnie qui fait je pense qu'ils prennent 4% de celle qui fait le sociofinancement. Ouais. Okay. Ulule, qui est une très, très bon service de sociofinancement. Ceux qui ont affaire à Ulule, c'est vraiment la baisse. Ils t'accompagnent, puis ils te laissent pas starter ta campagne tant qu'ils pensent pas que ça va marcher. C'est quoi, l'Ulule? Ulule. Oui, c'est québécois, c'est ça? C'est français. Puis ils sont basés ici, là, Saint-Laurent. Oui, j'ai entendu les gars de Gabon Films, ils ont déjà reçu un courriel de ces gens-là disant au cas où qu'un jour ils voudraient faire un sociofinancement, ben ce serait une bonne plateforme. Pour les créateurs du web. Je la recommande. Oui. Pour les enquêteurs du web, peut-être qu'un jour les enquêteurs du web vont être là-dessus, on ne sait pas. J'avais déjà fait une fois une campagne de sociofinancement dans ma vie, puis en rencontrant Ulule, j'ai réalisé que tout ce que j'avais fait par le passé, c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Ah. Ouais. Je sais que j'ai vu chercher de l'information sur toi, c'était très difficile de trouver parce que t'es pas tant connu. Je pense que c'est à la presse, au Journal de Montréal, tu parlais en 2012 de faire une web-série, puis t'attendais à un producteur que quelqu'un vienne chercher ton émission. Finalement, ça c'est jamais arrivé? Exact. OK, fait que ça, c'est mort. C'est ça, je pense que le trouble... C'est pas mort, parce que... Tu cherches toujours? Non, je cherche plus. Je produis moi-même. Okay. Parce qu'il n'y a aucun projet que j'ai eu en tête que j'ai pas mis en terme. Okay. Je suis pas persévérant, je suis acharné. Fait que dans le fond, ça te dérange pas. Toi, tu as une idée en tête. Fait que ça te dérange pas que la qualité, tout drop tant que le contenu est là puis ça finit par arriver sur le web un jour? Ouais, non, c'est pas pour jamais... Je vais jamais mettre un... Je vais jamais mettre en Jeopardy. Je vais jamais donner le compromis sur la qualité. Là. Comme une autre web-série que j'ai faite avant, celle que une que je suis plus fier, c'est Vaudou Montréal. C'est que la qualité est extraordinaire. C'est celle-là où est-ce que tu fais disparaître un véhicule? Ou... Ouais, ça c'est le pilote. Ouais. J'ai fait un pilote en 2012, puis en 2015, j'ai fait la web-série. Qui a été sur VTélé, le site web. Ouais. Okay. Fait que la série, c'est que là, elle n'est pas en ligne. Elle n'est plus en ligne en ce moment, mais je l'ai encore, mais c'est que ça, les effets spéciaux n'ont pas de bon sens. Là. Mais une web-série comme ça, à un moment donné, il arrête de la mettre en ligne, il l'enlève? Y a-t-il une raison? Ouais, parce que ça fonctionne avec des licences de diffusion. Quand tu fais une série, c'est qu'ils te payent un certain montant pour diffuser ta série pendant 6 mois, 1 an. C'est pour ça que souvent, tu peux avoir une série qui est pendant 2 ans sur V, puis après ça, après 3 ans sur TV5. Puis à chaque fois, ben c'est des licences de diffusion que le monde t'accorde. OK. Fait que si un jour, si t'as plus de maison où mettre cette émission-là, ça disparaît, on l'entend plus parler. Ouais, c'est que je peux la mettre sur Internet. Tu pourrais la mettre sur Internet. Tu planifies la mettre un jour sur... Ouais, tu sais, à chaque Halloween, je me demande si jamais. Puis... Mais là, après ça, si tu fais ça, tu pourrais plus vraiment mettre ça sur... une autre plateforme de télévision ou genre. C'est que Vaudou Montréal, je sais que je m'en ai servi dans ma dernière tournée. Je faisais beaucoup de personnages. Fait que des fois, je mettais quelques vidéos je faisais 1 heure de stand-up, une demi-heure de personnage. Fait que je mettais 2-3 vidéos tout le temps de Vaudou Montréal à cause de la qualité puis de l'ambiance que ça amenait. Là.
OK. Ça, c'est quelque chose que je n'étais pas nécessairement au courant à propos des émissions. Ouais. Merci, Richardson, de m'avoir informé. Ouais. L'agent Tcherniavski aimerait se lancer un jour en humour. Oui. Puis tu l'as dit en entrevue à un moment donné. Tu viens de le dire aussi, l'acharnement et tout. C'est 90% de travail puis 10% de talent. Je sais pas s'il y a le 10% agent Tcherniavski, mais il aimerait vraiment se lancer là-dedans. Donc, s'il voudrait commencer, comment il approche? Il approche-tu un bar? Il dit il faut qu'il écrive un petit sketch. Combien de temps à peu près? C'est quoi qui est préférable pour commencer? Moi, je suggère d'écrire un 5 minutes. Puis d'aller dans les open mic. Il y a beaucoup de open mic. Il y a 2 pages Facebook. Il y a une page qui s'appelle Humoriste associé. Puis il y a une autre page qui s'appelle Humour et improvisation à Montréal. Puis sur ces pages-là, tu as des listes de toutes les soirées qu'il y a. Fait que moi, j'écrirais à toutes les open mic pour aller faire des 5 minutes. Fait que tu fais des 5 minutes. Bordel Comedy Club aussi, ils bookent tout le monde. Il y a un open mic le mardi soir puis le mercredi soir à 22h30. Puis ils bookent tout le monde. Fait que tu vas faire des open mic, puis moi, j'irai voir beaucoup de soirées, puis t'écris des blagues à tous les jours. Si t'écris des blagues à tous les jours, c'est sûr que ça va marcher. Mais je veux dire, quand t'écris une blague à tous les jours, je veux dire, quel genre de blague? Une blague courte ou c'est... Tu sais, on dit ça, là, on parle de blagues, c'est des blagues que tu veux insérer dans ton histoire après? En fait, il y a plusieurs types de façons, là, mais moi, soit que t'écris un numéro, oui. C'est un 5 minutes, fait que ça peut être une anecdote, une réflexion. Je pense qu'il faut que ça parte de toi. Là. Je pense que plus t'es sincère, plus ça marche. OK. Mais tantôt, j'ai fait une blague. J'ai dit, au lieu de Richardson, j'ai dit « fils de Richard ». C'était très drôle, non? Agent Marquis? Ouais, mais c'est une blague, c'est ça, ça prend 5 minutes. Fait que, je pensais que c'était assez. Je suis désolé. Une blague peut durer 5 minutes comme ça. C'est ça. Okay. Ça peut être toute une construction. Mon Dieu. Je pense que c'est le principe de créer une tension puis l'enlever tout d'un coup avec un élément de surprise. Ouais. Puis ça fait rire les gens. Mais en 5 minutes, tu peux faire rire les gens plus qu'une fois là, aussi. J'imagine. Je peux pas croire. Exact. Puis, ce qui peut aider beaucoup, moi je pense qu'on donne beaucoup de conseils, mais en humour, je pense qu'il faut absolument arpenter le chemin. Comme disait Morpheus à Néo, t'es obligé d'aller voir des shows, puis d'en faire. T'sais. Puis des fois, ça va bien aller, c'est mon voyeur malade, puis tu vas te planter. T'sais. C'est inévitable, mais c'est là que tu apprends quand tu te plantes. Tu dis, ça a fait mal, mais comment que je m'arrange pour plus que ça arrive? Fait que là, tu t'es enregistré, tu t'écoutes, là, t'es filmé, tu te regardes. Tu fais toi-même ton metteur en scène au début, mais tu vas en voir, tu joues. Parce qu'au début, tu joueras pas beaucoup, le monde te connaît pas. Et on peut peur. Est-ce qu'il va faire des jokes drôles ou il va être abominable? Que tu sois pas drôle, ça, le monde s'en fout. Tu veux juste pas arriver et dire des affaires inacceptables, genre. Mais c'était un fond de Eddie Murphy. Non, mais c'est parce qu'il a pensé à quelque chose d'inacceptable, ça l'a fait rire en même temps. De l'humour noir. OK, puis dans les shows de 1 heure de temps, là, ça l'arrive... Oui, Jean-Marc, ça va? Excuse-moi. Oui? Okay. Non, j'ai l'impression que quelque chose m'a fait rire, je sais pas pourquoi. OK, donc comme je disais, dans les shows de 1 heure, je veux dire, ça arrive que tu oublies quelque chose. Je veux dire, c'est inévitable à un moment donné. Tu dis une blague... T'oublies comment enchaîner ta blague? Ou est-ce que tu improvises des fois quand que ça arrive? Ou ça t'arrive-tu? Des fois, j'improvise sur le... Je sais pas, si le public est en feu puis te donne beaucoup de rire, il te donne de l'amour, c'est sûr que t'es comme un peu plus en feu puis tu voles puis t'improvises. Mais tu sais, le jour, t'écris, tu répètes, mais sur scène, on s'en fout, là. Tous les trucs de la technique, c'est... Le train, il avance, là. J'oublie une blague, mais fuck off, là. Je passe à la suivante. Moi, je le sais, mais le monde ne le savent pas, là. Fait que, tu continues, là. Faut pas arrêter. Si t'es à l'aise, le monde va être à l'aise, même si c'est pas drôle. C'est dès que t'es mal à l'aise, si tu te choques un peu et t'es pas bien, le monde va le sentir. C'est inconscient, là, la sincérité, le monde va le sentir. Si t'es pas à l'aise, c'est là qu'il va y avoir un fret dans la salle et un fret insurmontable. Mais si je suis à l'aise, même si je fais une blague qui n'est pas drôle, le mot va faire comme « t'es pas bonne celle-là. » Mais si t'es mal à l'aise, tu te plantes un peu, puis là, tu capotes, le monde va capoter, ils vont se sentir mal pour toi, par procuration, puis là, ça va être fini pour toute la soirée, puis même l'humoriste, après toi, il va falloir qu'il travaille pour remonter ça. Le plaisir, c'est contagieux. C'est vrai, ça, l'histoire de réchauffer les salles, puis tout, là, ça va avoir un effet sur le suivant. Ah ouais. Le plaisir, c'est contagieux.
OK. T'es-tu déjà arrivé après, justement, un humoriste qui a comme peut-être mis le monde à plat, puis toi, t'es arrivé, puis il a fallu que tu travailles plus fort? Ouais. Surtout dans mes premières années, maintenant, je pense que quand ça va bien, ça me prend comme 30 secondes. C'est vraiment la sincérité. Là. Si t'as du fun pour vrai, le monde va avoir du fun pour vrai tout de suite. OK. Puis dans ce monde-là... Tu peux pas crosser le monde. Puis c'est inconscient comme... Mais si t'es à l'aise, t'as du fun, le monde va en avoir. OK, c'est bon à savoir. Parce que Ils moi, sont j'ai là pour jamais de ça. fun. Fait que je pense qu'on va malheureusement impossible. devoir passer à autre chose, un autre numéro. Malheureusement. Mais je suis curieux de savoir, dans le monde, comme dans le monde de YouTube, dans les mondes des médias sociaux, il y a des clics qui se créent. Est-ce qu'il y a des clics dans le monde de l'humour au Québec? Entre humoristes, est-ce qu'ils se tiennent ensemble? Ouais, il y a du monde qui se tiennent plus ensemble que d'autres, là, ça c'est sûr. Souvent, Des c'est parce qu'ils ont travaillé ensemble dans telle soirée d'humour, ou souvent c'est comme la même cohorte à l'école de l'humour, mais... Tu le ressens pas particulièrement? Ben oui, il y en a, là, tu sais, comme dans tout, mais l'humour, c'est quand même un plus petit milieu, fait que c'est quand même presque tout le monde se connaît, veut pas, là. OK. Puis est-ce que des fois, ça vous arrive de faire une audition pour le même gig? C'est déjà arrivé d'avoir un humoriste que tu connaissais avoir la job au lieu de toi? Presque tout le temps, là. Presque tout le temps. Non, ben je veux dire, on se voit tout le temps dans les mêmes auditions, on se connaît, là, puis je pense que il n'y a pas de compétition, là, puis je veux dire, il y a quand même pas mal de camaraderie, là. C'est rare qu'il y ait de la compétition, à moins que quelqu'un ressemble vraiment à toi au niveau de son style. Mais en général, mettons, je suis dans une soirée, je vois un humoriste, quand il sort de scène, je dis hey, quand t'as dit telle affaire, je vais lui suggérer une blague. Autant que les humoristes font la même affaire avec moi puis avec tout le monde. Là. Est-ce qu'il t'envoie chier à ce moment-là ou est-ce qu'il l'accepte quand tu lui donnes une suggestion? Jamais. En général, si ça leur plaît, ils la notent. Là, puis, ouais, non. Okay. Je dirais 95% du monde est nice. Là. 95%. Okay, fait que c'est qui le 5%? Je suis vraiment curieux. J'aimerais bien ça les inviter ici. Parfait. Eh bien, c'est... Voici la liste que j'ai préparée. On va en parler après. Fait que le prochain humoriste que vous voyez, c'est probablement parce qu'il est désagréable. Selon ses recommandations. Là. OK, on parle contre Richardson. Là. Oups! Okay. Moi, je suis curieux. J'ai vu ta publicité, ta petite vidéo teaser de Résidence en ville qui fait une parodie de Resident Evil, Résidence en ville. Un autre vidéo cheesy. Pour le petit medley. Et, tu sais, toi, t'as beaucoup travaillé sur beaucoup de personnages. T'es un personnagiste, entre autres. Puis à la fin de cette vidéo-là, on les voit tous enterrés dans une fosse, tes personnages. Est-ce que t'es en train de dire... Fini les personnages, je suis Richardson Zephyr maintenant, je me trouve drôle finalement, j'ai plus besoin de personnages. Non, c'est... j'ai eu beaucoup de fun à faire cette vidéo avec Evan Boudreau aussi, que c'est avec lui qu'on a travaillé pour Vaudou Montréal. Puis, non, en fait, c'est juste que dans Résidence en ville, il n'y a pas de personnage, c'est juste du stand-up. OK. Fait que c'est vraiment juste ça, là. Puis, c'est en délirant sur qu'est-ce qu'on fait avec notre parodie, genre, ou pas notre parodie, mais notre reprise où on a revisité une des intros de Resident Evil. Fait que, normalement, c'est juste tout le temps elle. C'est tout le temps Mila Jovovich, c'est différent. Ouais, fait que là, nous autres, on va mettre les personnages. OK. Je crois que tu étais en train de dire adieu à tes personnages. Ah, non. Je suis tanné de faire des personnages. C'est juste que j'en fais beaucoup moins sur scène, comme j'en faisais avant, mais j'en fais beaucoup sur le web, les personnages. Puis sur scène, je fais beaucoup de stand-up. C'est une affaire, là, je veux juste revenir sur les stand-up. Les personnages dans le monde de l'humour, j'ai réalisé que il y a plusieurs styles. Puis est-ce que c'est plus facile de faire un personnage que de jouer soi-même quand on commence? Moi, j'adore faire des personnages, mais j'aime ça comme ça n'a pas de bon sens, comme j'ai du plaisir à faire ça. Mais des fois, on n'est pas tout le temps dans des salles de spectacle, soit on est dans des bars. Fait que là, mettons, amener mon soupe de Black Man, puis là, changer dans les toilettes pendant qu'il y a du monde qui rentre, puis là, je suis en bobette. C'est comme bizarre. Fait que... quand je faisais mon spectacle, c'était cool, c'était facile, là, me changer, tout ça. Je suis dans une salle de spectacle, alright, c'est cool. Mais pour de la tournée, puis aussi pour le rodage, quand tu crées
les personnages que tu sais, as un numéro, mais tu sais pas encore si c'est drôle, puis tu sais, ça prend... Tu sais, pour que je joue un numéro qui soit drôle, tu sais, mettons une dizaine de fois, c'est drôle, une cinquantaine de fois, je suis game de le faire à la TV. Tu sais, fait que... il faut le jouer, là, fait qu'avant que le numéro soit nice... Fait que, ouais, c'est ça. Au niveau des personnages, ben, c'est compliqué, là, tout le temps. Les bars, les open mic, tu sais. Mais c'est sûr que tu prends des personnages qui ont un habit de fou aussi, là. Ouais, c'est ça. Il y a des idées compliquées. Tu pourrais avoir un personnage avec un chandail noir aussi, puis ça finit là. Ouais. Ou, ouais, c'est ça. Ou faire du stand-up. Moi, si je fais des personnages, c'est all-in, là. C'est la folie, là. Puis le web me permet ça, là. J'imagine que l'impro a aidé beaucoup. Hein. Je te regardais aller dans tes personnages, comme en impro, décrochage, tout ça te prend pas jamais parce que t'es vraiment dans ton personnage all the way. Hein. Ouais. Ben, hey, c'est tellement un plaisir. Je sais pas comment décrire ça, mais c'est un gros plaisir de faire des personnages. Là. C'est une immersion totale. C'est ça. Puis j'ai fait de l'impro quasiment toute ma vie. Là. Fait que, tu continues à en faire? Ouais. Je suis juste plus dans des ligues où je joue comme à toutes les semaines ou 2 semaines. Je fais juste des spectacles ponctuels comme le Punch Club. Ouais. OK. Parfait. Moi, j'ai plus vraiment de questions à poser. J'ai toute l'information que j'ai eu besoin de Richardson. Pour te lancer en humour? Pour me lancer en humour. Okay. Donc, c'est ça. C'était surtout pour connaître tes projets. On termine avec tes projets en cours. Donc, résidence en ville au Petit Medley. Ouais, une fois par mois. Les samedis de rire, c'est toujours... Ouais, les samedis de rire, ouais. Tous les samedis chez Lozo, où vous apportez votre vin et votre bière. Et la série La police est sexy qui s'en vient à l'automne. On n'a pas encore de date précise. Ouais, novembre. En novembre? Yeah. J'ai hâte de voir ça. Puis, pour connaître tes dates, puis où est-ce que tu vas être, on s'en va sur richardsonzephyr.com. Exactement. C'est bon. Soit ça ou en arrière du Woolco sur Grande Allée. On vous attend toutes là. OK, ben merci à tous. Puis, on se voit à la prochaine avec quelqu'un de peut-être plus intéressant, peut-être moins.